Salut Nouvelle de la danse, je suis Nainali, compétitrice de salsa et bachata. J'ai eu la chance de danser et enseigner partout dans le monde et on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de l'entrevue de Diane Vicente Caballero, le juge du World Salsa Open. La première partie est déjà en ligne. Je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à tout de suite. Comment on peut bien se préparer quand on est un nouveau danseur? À un cours de danse, à une soirée? Je sais pas, j'aurais envie de dire on prend un verre. Ça aide toujours. Ça reste entre toi et moi et les gens qui regarderont la vidéo. Est-ce que tu vois ou tu es au courant de performeurs, de compétiteurs qui boivent un verre avant d'entrer en scène? Ça arrive ou pas? Ça peut arriver. Mais il y a des gens qui font de la méditation, du yoga, qui répètent dans leur tête. En général, il faut être assez calme. Mais pour cela, il faut avoir bien bossé avant. Quoi. Quand je dis bien bossé avant, c'est la veille, savoir que voilà, faut être sûr de soi. Parce que, voilà. C'est vrai qu'il y a une préparation mentale, notamment qui est faite par des compétiteurs comme préparation mentale. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a c'est ce qui arrive, c'est ce qui monte. Si on sait qu'on a répété notre choré et qu'après on sait en tout cas improviser au cas où il y a une défaillance, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que par exemple on a mal positionné le pied, la cheville passe, voilà, ou je sais pas, il y a une paillette qui est sortie, on a marché sur une paillette, voilà quoi. Il faut toujours retomber sur ses pas. Mm-hmm. Est-ce que tu es de l'école s'entraîner avant le jour J pour le coup ou pas? Avant le jour J, oui. Oui, okay. Il y a des répétitions, mais avant ça, il faut vraiment la répéter toute l'année. À quel moment un danseur peut décider d'arrêter de prendre des cours de danse? À part, évidemment, par envie personnelle. Mais quand il se sent à l'aise. Quand il se sent à l'aise et puis il a rempli son objectif. Parce que quand il vient danser, il a l'objectif. Non, oui, c'est sûr. C'est sûr. Son objectif peut être d'un haut niveau ou d'un niveau moyen ou juste savoir faire telle chose, voilà. Mais c'est toujours un objectif, quoi. Et donc, quand il se sent à l'aise, il peut arrêter de danser. Voilà, il peut arrêter de danser et puis continuer dans les congrès à apprendre de nouveaux trucs, à voir de nouveaux trucs, voilà. Je sais pas ce que tu vas dire à celle-là, mais comment impressionner un juge? Alors, il y a un couple qui m'a toujours impressionné à l'époque. Maintenant, c'est moins impressionnant ce qu'ils font, mais c'est toujours joli, mais c'est moins impressionnant. Parce qu'il y avait de la recherche, de la créativité, de l'innovation. C'est des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. C'est le couple Adriana et Anita, Espagne. À l'époque, à Porto Rico, on voyait ils arrivaient sur la scène. Et quand tu arrives sur la scène, il y a une manière d'arriver sur la scène qui fait que tu as une présence scénique. Ce qu'on appelle la présence scénique, d'ailleurs, c'est aussi une des catégories qui est notée. C'est comme si est-ce que tu as du charisme ou pas quand tu rentres sur la scène. Le fait simplement de rentrer sur la scène, on sait déjà si tu vas gagner ou pas. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand Anita et Adrian arrivent sur la scène, ils ouvrent les bras et ils sourient. Avec un grand sourire. Je ne sais plus même pas sourire aussi bien qu'eux. Mais ils sourient tellement qu'il y a une communication qui se fait tout de suite avec le public. Là, en ouvrant aussi les bras, tu saisis le public. Les gens n'ont pas encore compris ce que tu vas faire, mais ils ont déjà, ça a déjà un impact sur ce que tu fais. Je vais juste reprendre ce que tu viens de dire avant de continuer, de la présentation. Je me rappelle qu'à notre première interview qui n'a jamais été publiée à cause de la qualité, je n'étais pas du tout satisfaite.
tu m'as dit ça et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de danseuse, mais aussi, parce que j'ai un programme pour les mariés. Ah, mais mes pauvres mariés, je leur dis tout le temps, très sage. Un jour, j'ai interviewé Yann Vicento Caballero, puis là, je le dis, je dis, il est juge mondial et je les fais travailler leur entrée parce que ça m'a tellement marqué ce que tu m'as dit que ça a changé. C'est sûr que ça a changé en très grosse partie ma danse et comment je me prépare. Mais oui, donc tu disais, Adrian et Anita, c'est un des couples qui t'a le plus marqué par leur entrée en scène, présence scénique. Mais tu ne penses pas que c'est leur réputation qui les précède ou c'est vraiment leur entrée? Je veux dire, avant qu'ils soient Adrian et Anita, ils ne faisaient peut-être pas cette impression en rentrant. C'est parce qu'il y a aussi leur... Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment physique? C'est quelque chose qui peut se travailler? Ou il y a aussi, bon, il y a la légende autour d'eux? Alors, il y a ça, mais ils ont beaucoup travaillé pour aller à ce niveau. Ouais. Non, absolument, oui, je suis sûre. Toutes les chorégraphies d'Adrian et Anita, au début, en tout cas, étaient très, très recherchées. C'était des choses qu'il n'y avait pas auparavant. Je veux dire, tu fais une entrée en scène où tu as le gars qui tient la fille, elle est tête en bas. Personne ne comprend rien parce que personne n'a jamais vu ça. C'était des choses vraiment extraordinaires. Même une entrée où la fille arrive, clac, elle ouvre les bras et tout de suite, elle se lâche comme si elle est une plume. Elle se met en grand écart, quoi, mais même pas un grand écart comme si elle tombe à terre. Elle se met en grand écart comme une fleur qui s'ouvre, quoi. C'est des choses... je ne peux même pas imaginer que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose aussi délicatement, avec autant d'agilité, d'adresse. Tu te dis, c'était pas possible, quoi, à l'époque. Maintenant, les gens font très attention à leur entrée et leur sortie. C'est très, très important. Voilà. Et puis aussi, dans l'évolution de la danse, il faut souvent aussi marquer des pauses qui permettent aussi aux téléspectateurs de souffler et permettent aux téléspectateurs en fait, de ne pas décrocher des yeux le couple. Ça permet aussi de relancer la danse quand on est dans la compétition et de prendre aussi de la respiration quand on fait les pauses. Ça t'est déjà arrivé de mettre un 0% dans ta carrière et un 100%? Oui. Oh, à qui? C'est très rare. Non, mais je crois que de toute façon, il y a des personnes qui sont de très, très bon niveau. Et de toute façon, quand on note, surtout quand il y a beaucoup de compétiteurs, ben, tout de suite, même si tu as oublié certains, mais tu sais très bien qui sera le premier et qui sera le dernier. Ah oui. Là, tu sais très bien qui sera les 3 premiers et qui sera le dernier. Bon, entre-temps, les autres qui sont... Voilà, si tu regardes au niveau en termes de points que tu as noté, mais tu vois très bien qui sort du lot et qui ne l'est pas. Voilà. Donc, moi, j'estime que il faut pas être trop dur ni trop laxiste. Okay. Alors, il y a des gens, il y a des juges, hein, ça c'est leur choix, hein, chacun est libre de faire comme il veut, mais qui sont très durs et ceux-là sont souvent des gens qui ne sont pas super compétents ou d'un très haut niveau. Ok. Je ne dirais pas qui, parce que voilà. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien de mettre le niveau haut, la barre haute pour quelqu'un ou machin. Je pense que être juste avec la personne avec qui on note, c'est correct, quoi. C'est pas la peine de se dire moi j'ai mis de sales notes ou non, du tout. Il n'y a pas de mauvaises notes. Voilà, il y a une note en fonction de ce que la personne a donné et c'est tout. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de juge? Mais ce qui me plaît, enfin, parce que c'est quand même un travail, hein. Ah ouais. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir l'évolution des personnes. Tu en as certaines qui étaient l'année dernière qui reviennent, tu en as d'autres qui sont nouveaux, et puis les gens s'investissent, hein, dans une compétition, tout le monde veut gagner, donc forcément les gens s'investissent, ça c'est intéressant, et de voir de la création. Moi je me régale des fois de voir des gens simplement danser.
Même quand je suis pas juge, hein, quand je suis dans un festival, des fois je m'assois et je regarde les gens danser et je danse pas forcément juste parce que j'aime voir les gens danser, j'aime voir les gens s'amuser. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins dans la danse? Non, dans ton métier. Ah bah aussi d'ailleurs, c'est une bonne question. Non, plutôt dans ton métier de juge d'abord. Dans le métier, ben, c'est quand même assez prenant le travail parce que il te faut te souvenir de tous les gens qui sont passés. Et assez faut monter en fonction, être rapide. Voilà, c'est assez prenant. Bon, mais c'est pas, comment te dire, c'est pas insurmontable et puis ça me dérange pas trop. Voilà. Mais c'est quand même un travail. Voilà. Dans la danse, non, j'ai rien qui me dérange. Hein, donc, même pas l'ego des danseurs? Ben, la personne, elle est comme elle est, donc tu sais, tu t'approches de la personne. Donc voilà, tu peux te dire, ouais, j'aime pas cette personne parce qu'elle est un peu imbue de cette personne, voilà, comme ci, comme ça. Tu sais, il y a des gens aussi qui, par exemple, pourraient me snober, me dire, oui, celui-là, ouais, il est trop machin, donc voilà, ceci, cela. Chaque personne a son avis sur les personnes. Moi, je pense que le plus important, c'est pas l'avis qu'elle a, c'est de danser, quoi. Elle est venue pour danser, pas pour juger si telle ou telle personne est bonne ou pas. Voilà, moi, je suis dans un festival, je viens pour danser, je suis pas venu pour faire un état des lieux de tout ce qui se passe et voilà, quoi. Mais c'est sûr que tu dois être au courant quand même parce que, ok, ça c'est une théorie que j'ai personnelle, que de toute façon, partout où tu mets des humains, alors on rajoute alcool, danse sensuelle, parce que ça c'est quand même une danse caliente, tu auras des histoires. C'est pas propre à la salsa, c'est propre à partout où tu fous des humains ensemble. Donc c'est sûr que tu connais les histoires. Bien sûr, il y a ça. Il y a des compétiteurs qui sont venus, qui ne dansent pas avec les autres. Par exemple, c'est pas pour les stigmatiser, mais c'est vrai que les Italiens, ils souvent entre eux parce qu'ils ont une manière de se comprendre. Maintenant, on peut leur reprocher ça. Je crois qu'il y a des gens, tu parlais de Fernando Sosa, il a fait un débat il y a une fois sur le fait que quand il va en soirée, il fait son show et qu'après il estime ne pas danser avec des gens, des femmes, parce que enfin, entre guillemets, je pense que c'est des femmes qui ne savent pas bien danser. Mais en fait, qu'ils ne dansent pas avec des femmes, enfin, c'est le service après-vente, parce que il a fait un show et que bon, voilà, il estime qu'il n'a pas d'obligation à aller danser avec d'autres personnes par la suite. La seule personne qui danse jusqu'au bout, enfin, une des seules personnes les plus connues qui danse avec d'autres danseuses, quel que soit leur niveau, même après ces shows, c'est Terry, de Terry Cécile, qui danse pour danser jusqu'au petit matin. Et tu verras très peu de gens, de grands danseurs qui dansera avec toi juste parce que tu as demandé. Des fois, j'ai assisté moi-même à un grand danseur, un danseur quand même professionnel, très professionnel, voilà, connu, qui vit aux États-Unis avec une troupe connue qui se promotionne partout. Et le boss, il a refusé à une fille en faisant comme ça, quoi, tu vois, avec cette geste de la main. C'était très déplacé, mais je trouve que bon, c'est lui, quoi. Tu vois, on ne peut pas dire à la personne, voilà. C'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, et on peut pas faire le monde. Voilà. Totalement. D'ailleurs, quand je t'ai posé la question, c'était pas vraiment d'une manière forcément vicieuse, parce que j'ai une autre théorie qui est quand tu passes de non-danseur à avancé, il y a toujours, et c'est souvent vers fin débutant, début intermédiaire, où tu as la petite bulle d'ego. Et après, tu la surpasses parce que tu comprends que tu as toujours à t'améliorer, puis que t'es pas si bon que ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu passes de non-danseur à « Ah, j'ai appris à danser ». J'ai l'impression que tout danseur, ça fait partie de notre parcours de comme
Et après, tu redescends de comme non. C'est sûr que dans l'être humain, c'est vrai qu'on a une part d'ego. C'est sûr que certaines personnes, une fois qu'ils savent un petit peu danser, ben, ils ont la grosse tête. C'est Même, naturel. bon, par exemple, quand tu es en bas, ça va, mais du moment où tu arrives à leur niveau, ils sont fâchés avec toi. Et après, quand tu les dépasses, là, c'est la catastrophe, ils sont encore plus fâchés. Bon. Mais bon, ça, c'est certaines personnes. Je veux dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Je veux dire si je l'ai, mais il faut avoir l'esprit ouvert parce que ça ne sert à rien de se mettre au niveau plus que d'autres. Moi, je suis content de voir des gens qui sont plus forts que moi. J'ai aucun problème à ça. Moi, je suis là pour danser. Voilà, c'est tout. J'ai pas que la personne soit plus forte. C'est pas ce qui va faire ce que tu es. Donc, beaucoup, comme je t'avais dit, beaucoup de gens vont danser pour impressionner. C'est pas ça. C'est pas ça forcément. Tu peux impressionner par ton charisme, tu peux impressionner par ce que tu es, ce que tu dégages. Et même sans danser, tu peux impressionner. Et ça, les gens ne savent pas encore le faire. Donc, ils veulent impressionner par autre chose, en essayant de danser, en faisant des... Là, bien sûr, des femmes tombent dans le piège. S'en suivre ce qui va s'en suivre. Mais, voilà, tu n'es pas obligé de penser à ça, quoi, pour être qui tu es, quoi. Autant d'être bien dans sa tête et de s'amuser. C'est tout à fait ce qu'il faut pour danser. C'est très rafraîchissant. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, mais je reste avec quelques petites questions, dont une, quel serait le conseil que tu donnerais à tout compétiteur qui souhaite faire les finales, les podiums? Il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail qui paye. Donc, il faut bosser. Bosser le plus que possible et quand on fait des répétitions chez soi, il faut se filmer, ou regarder, avoir une autocritique aussi, détailler ce qui peut être affiné. Voilà. Et des fois aussi, ne pas aller dans des choses trop compliquées. Parce que des fois, on va dans des choses très compliquées, mais il faut savoir les maîtriser. Parce que si on ne sait pas les maîtriser sur scène, après, ça donne la catastrophe. Donc, il faut innover aussi. Et puis, il faut penser à dégager des émotions, donner de la respiration dans l'évolution de la danse que tu vas créer quand tu seras sur le podium. Il faut que ça montre que ça évolue, que ça monte, ça descend, qu'il y a des moments où ça monte fort, ça descend, et voilà, quoi. Que les gens soient toujours en état de surprise, de se dire waouh, tu vois, et donc ne pas se dire, bon, à un moment donné, bon, ouais, ça me fatigue parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça, ou voilà, quoi. Donc voilà. Et puis respecter le timing, voilà, c'est ce que je pourrais vous conseiller. J'aimerais ton avis sur le futur de la salsa, notamment en France, où je reste très sceptique maintenant que j'y suis. Avant, j'y pensais, mais maintenant, ça fait quand même 1 an que j'y suis. Bon, il y a eu le Covid, etc. Donc, c'est sûr que les soirées salsa, c'était pas ce qu'il y avait de plus présent. Mais avec autant de bons danseurs, même Porto, là, je parle pas juste du cubain, même les figures avec Terry, avec toi, qui est martiniquais, mais c'est quand même la France. Comment ça se fait que la France, on est aussi en retard en représentation sur les compétitions? Alors, en social, les Français sont bons. Oui. Mais le problème, c'est que le social, c'est pas la même chose que quand tu fais une compétition. Parce qu'il y a des codes et que la manière dont tu danses en social n'est pas la même manière que quand tu danses en compétition. Tu as des obligations à respecter, des obligations de code à faire quand tu fais une chorégraphie, alors qu'en social, tu fais de n'importe quoi et voilà, les gens sont impressionnés wow, parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose, quoi. Des fois, peut-être que c'est le collier, et puis bon, voilà, ça marche et voilà, quoi. Donc, les Français ne s'en lancent pas trop en compétition. Les personnes qui se lancent le plus en compétition, c'est les Italiens. Après, les Roumains, les Turcs, voilà. Les Espagnols. Les Espagnols, voilà. Et puis surtout après, c'est surtout les gens des États-Unis, voilà, Mexique, comme ça. Colombie, oui. En France, les gens sont pas trop. Les Français ne sont pas trop des compétiteurs. Ils sont plus sur s'amuser, voilà. Est-ce que tu penses que ça va changer avec le temps? Ben, ça pourrait. Bon, on verra après le Covid. Hein.
On verra après le Covid ce que ça va donner. Alors, c'est sûr qu'après le Covid, je pense à la fin de l'année 2021 et en 2022 sûr, les gens vont retourner en festival une fois que cette histoire de vaccin, voilà, et puis les frontières sont bien ouvertes, tout ça. Les gens vont aller dans les festivals, se lâcher, voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir découvrir la salsa. Mhm. Et non, je pense qu'il y aura un avenir qui va continuer pour la salsa. Après, c'est chacun. Si toi, tu veux faire de la compétition, ou d'autres personnes veulent faire de la compétition, c'est à eux-mêmes d'y aller. Hein. Mais il n'y a pas de secret, c'est le travail. Les Français n'aiment pas... Les Français sont très forts dans la tchatch. Mais après, dans la technique, ils ne sont pas tellement sur ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts dedans, hein. Je pense qu'ils sont bons. Mais ils sont sur autre chose. Voilà. C'est pour ça que je te demande si ça va arriver, parce que comme je t'avais dit, en danse sportive, c'est tout le contraire. Les tops mondiaux, on a aussi des Français. En fait, on a des tops mondiaux français partout, sauf que la salsa, c'est le seul endroit où on n'a pas tant de compétiteurs. Et même dans le social, c'est peut-être juste une croyance qui m'appartient, mais il y a beaucoup plus de Cubains que Porto. Ça manque pour ça. Ça arrive lentement, mais on n'est pas... Il y a beaucoup de danse, je pense, hein, il y a beaucoup de soirées, il y a un festival, le festival de Moise. Il y a de bons endroits pour danser hein, à Paris. Ok, ça doit être juste alors ma réalité à cause du Covid. Comme je te disais, Tu es à Paris ou tu es autre part? Je suis à Marseille. Marseille. Bah, je suis à La Ciotat. Il faut monter à Paris. Et je crois que là, tu vas t'amuser. À Marseille, je ne connais pas trop, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup. Mais à Paris, il y a beaucoup. Il y a énormément. Je crois qu'il y a une soirée tous les soirs, hein, pratiquement. Hein. Et au festival, il ne faut pas le rater. Normalement, il devrait le refaire en avril 2021, le festival, le congrès de Paris de Moise. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il va le remettre parce que l'histoire de crise sanitaire, est-ce qu'il va le reporter encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y est, il faut y aller. Il y avait même un festival cubain hein, que je connais bien à Paris, donc il faut y aller. Hein. À Marseille, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a, mais comme je te dis, c'est un sur soit Marseille-Centre, sinon c'est parce que tous ont pris des cours avec Terry, parce qu'il fait les allers-retours entre Paris et Marseille. Mais en soirée, dans le coin, je suis chanceuse quand je croise quelqu'un qui sait faire ça en ligne. Sinon, c'est tous cubains. C'est tous cubains. Je ne sais pas si un jour tu vas vivre à Paris, mais si tu vas à Paris, tu vas t'amuser. Ok, c'est bon à savoir. Tout se passe à Paris et à Marseille, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu aimerais que ton fils soit salsero ou bachatero, kizumbiste? Zouk, c'est sûr. Moi, je vais lui apprendre quelques trucs, mais si c'est pas son truc, voilà, je veux dire que mon fils fera ce qu'il aura envie de faire. Bien sûr, je vais lui donner des conseils de vie, hein, pas forcément pour la salsa, mais pour tout l'ensemble. Et après, il choisira sa voie. C'est lui qui fera son avenir, c'est pas à moi de ce qu'il fera. Donc voilà. Et pour terminer, ta salsa favorite que tu aimes beaucoup? Vraiment pas de favori. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'ai écouté Michael Blanco. Ouais. Je trouve que c'est super sympa ce qu'ils font parce qu'il y a une chaleur musicale. Il y a Michael Blanco et puis Alexander Abou de Havana Primera.
deux types de musique ouais, que j'aime beaucoup parce que derrière, il y a un swing, il y a une chaleur et voilà. Quoi. Mais ça, si un jour tu vas à Porto Rico, tu sauras ce que c'est que la musique. Parce que danser de la musique dans la rue, avec des musiciens qui jouent à côté de toi, ou même tu es dans un restaurant et tu as des musiciens qui jouent à côté de toi, quoi, mais comme si l'assiette est là et que tu as le tambour juste à côté, quoi, c'est formidable. Quoi. C'est là que tu ressens la vibration, l'ambiance qu'il y a et tu te sens super bien. Quoi. Ça n'a rien à voir avec les musiques qu'on passe industriellement qui sont bien, mais un orchestre en live, ça a une émotion que tu ne peux pas imaginer. Tu as déjà été à Cuba? Non, je n'ai pas été à Cuba. Beaucoup de Martiniquais y sont allés. Maintenant, avec le Covid, c'est presque. Il y a eu le Covid et puis il y a eu un accident avec la Cubana Airlines. Voilà. Donc, bon, on n'a pas pu y aller. Mais peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. À Porto Rico, je suis allé beaucoup de fois. Chaque année, j'y allais, maintenant un peu moins. Parfait. Pour toutes les personnes qui souhaiteront te contacter pour aller à un de tes événements, par exemple, évidemment, je mettrai toutes tes coordonnées dans la barre d'infos. Je souhaite te dire merci encore une fois. Je suis beaucoup moins stressée. J'ai adoré l'entrevue. Dans tous les cas, nous sommes en contact. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous fais des gros bisous. Ok, bisous. Bye bye. Patrona del